J'ai eu des déboires avec un grand nombre de prop firms, mais il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est vraiment des super, super opportunités pour se faire la main. Et on est quand même sur une offre qui est exhaustive et qui est très compétitive au niveau tarif, en fait. Donc, ouais, il faut vraiment en profiter, pas bourriner, bosser, bosser, bosser. Et puis surtout gérer son risque financier, parce que le gambling, ça vient vite, on sort vite la carte, etc. Après, on peut se mettre en danger, aussi bien dans son équilibre de vie, en fait, vis-à-vis de sa vie perso aussi. Je sais que tu portes déjà ce message, mais je vais le reporter, c'est de dire il faut se diversifier. Il ne faut pas être pieds et poings liés à une seule prop firm, et surtout n'investissez pas dans les prop firms de l'argent qui est vraiment utile pour votre vie au quotidien, quoi. Je remercie Darrell, hein. Très clairement, j'ai beaucoup de gratitude envers Darrell, et oui, jusqu'à l'été dernier, le moment où ils nous ont demandé de faire des vidéos, on nous laissait dans le vent, under review, deny en changeant les règles. Bon, avant ça, c'était clairement l'âge d'or, quoi. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Darrell, Darrell, le CEO d'Apex. Non, en fait, c'est un trader très performant que je connais depuis un petit moment. On s'est déjà rencontrés en réel. Il a fait de très très belles performances sur plusieurs prop firmes. Et pour une question d'anonymat, on a préféré mettre un pseudonyme sur sa personne. Donc, salut Darrell, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va très bien, et toi? Impeccable. Donc du coup, bah écoute, merci d'avoir accepté mon invite parce que c'est vrai que tu es quelqu'un qui fait très attention, qui est très très discret sur tes activités donc de trader. De ce que j'ai vu de toi, tu es quelqu'un de très cadré, très discipliné et qui ne laisse rien au hasard. Autant dans le côté entrepreneurial, donc dans le montage de tes structures, de ta société, etc., dans l'expatriation aussi, que dans la partie trading, parce que tu nous avais montré un peu ton setup, etc. Donc voilà, bah, je suis ravi en tout cas que tu as accepté, parce que ça n'a pas été le cas sur la première demande, donc je suis ravi que tu as accepté. Et puis bah, écoute, on va essayer de voir ensemble un petit peu pour donner peut-être des tips aux gens, parler aussi des refus de payout, de pas mal de choses, quoi. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation, Oz. Ouais, c'est vrai que j'étais pas prêt. Bah, comme tu dis, je suis assez discret et j'ai pas trop envie que toute mon activité dépasse, etc. Mais bah, merci pour les compliments en tout cas. Et puis, bah, je vais essayer d'être le plus sincère possible et dans cette interview et de donner des tips si je peux. Eh ben, avec grand plaisir. Eh ben, écoute, question que je pose à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le trading? Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le trading? Pour moi, c'était avant tout un challenge, en fait. J'étais jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais salarié d'une grande banque à la Défense. J'avais des fonctions relativement importantes. Et à un moment, j'en ai eu marre, en fait, de cette vie. Tu vois, de cette vie à Paris, dans le salariat, avec pas mal de pression, etc. Bah moi, après ça, il était hors de question que je reprenne un job de salarié ou même de consultant. Donc, j'ai toujours aimé, en fait, les chiffres. J'ai toujours aimé le challenge, la pression aussi. Et donc, bah, moi, j'ai décidé de me lancer dans le trading pour ça, en fait, parce que je savais que c'était un milieu très, très compétitif et j'avais envie de mettre toute mon énergie pour réussir et l'indépendance et la liberté. Moi, j'ai une approche de vie, on va dire, assez minimaliste où, en gros, l'argent que je gagne, je l'investis et j'essaye plus ou moins de... Mon objectif, c'est d'arriver à vivre de mes rentes et du rendement du capital. Voilà, après, oui, je place vraiment ma liberté avant tout. Et donc, l'argent est un moyen, évidemment, pour acquérir cette liberté. Mais voilà, disons que ça venait avec, mais le but, c'était la liberté. Et là, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dedans, du coup? Alors, bah, j'ai commencé sur les cryptos au début. Euh, alors, c'était en 2017, donc voilà, c'était
il y a quelques années et en fait, oui, j'ai commencé à m'intéresser, au Bitcoin. Le 2017, c'était un des gros bull run, Bitcoin et cetera et bah, ça correspondait à ce moment où j'avais besoin de nouveaux challenges, on va dire professionnels et donc voilà, j'ai commencé sur le Bitcoin, je tradais sur Kraken, sur Bitfinex, à cette époque-là. Et en fait, j'ai eu des mésaventures. Je me prenais quand même pas mal de mèches de brokers, notamment sur Kraken, qui me sortaient des trades alors que en fait, le cours n'était jamais allé sur les autres plateformes au niveau de prix où était mon stop, Eh etc. ouais, ouais, ouais. Et de là, je me suis dit que j'avais besoin d'intervenir plus sur des marchés centralisés. Donc, c'est pour ça qu'aux alentours 2018-2019, je me suis intéressé au futur. Et en fait, je sais que pas mal de gens en fait, sont passés par les CFD, pas moi, parce que je m'étais dit, bah, si un broker est capable de te mettre une mèche comme ça, machin, bah, autant aller sur un marché régulé, centralisé, le CME et le REX. T'es pas orienté vers tout ce qui était swing parce que sur du fonds propre en futur, c'est compliqué lorsqu'on démarre, ou alors à moins pour ceux qui ont beaucoup de capitaux, de commencer par faire du swing trading, quoi. Ah ouais, non, ouais, bah non, non, moi j'ai commencé par. Non, moi j'ai commencé directement par le DAX en scalping à l'open de 9 heures, donc sur le full DAX. Donc c'était T'as été ouais, quelque chose comme influencé? 25 € le point. T'as, Hein? t'as été influencé pour aller vers le DAX à cette période-là, pour aller sur le DAX en scalping à 9 heures. T'as dû être Ouais, influencé. ouais, ouais, j'ai été influencé, ouais. On l'a tous été dans cette période-là. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, à cette époque, en fait, en tout cas en Europe, le scalping de l'open de 9 heures sur le DAX était vraiment quelque chose de très populaire. Alors après, de plus en plus, enfin pendant le Covid, il y a eu un gros problème de liquidité sur cet instrument, ce qui fait que tout le monde a plus ou moins migré sur les indices américains. Mais à l'époque, ouais, c'est vrai que c'était ouais, l'instrument que pas mal de gens qu'on pouvait voir sur YouTube ou autre mettaient en avant, quoi. À ce jour, de trouver des gens qui tradent le Rex. Nous, on en a dans le Discord hein, des mecs qui continuent de trader le DAX tous les matins, etc. Mais c'est vrai que c'est de plus en Mhm. plus rare, puis, alors, notamment avec les propres firmes aujourd'hui. Ouais, ouais, bah c'était le bon temps, hein, bien que à cette époque-là, j'ai perdu pas mal d'argent. T'avais, toi, à l'époque, quand t'avais quitté ton travail, t'avais un chômage qui tombait, c'est là où tu t'es formé ou t'étais directement en roue libre? Non, non, ouais, j'ai eu, bah déjà, j'ai négocié mon départ. D'accord. Après, j'ai eu le chômage. Pendant que j'avais le chômage, j'avais monté une structure, bah, j'avais monté une SASU en France, si tu veux, ce qui me permettait de pouvoir continuer à toucher le chômage pendant, à Tout à l'époque, fait. c'était 2 ans, tu vois. Ouais, ouais. Donc, j'avais le chômage pendant 2 ans. En même temps, je tradais, je me formais. Après, j'ai eu de la chance. Les mesures Covid ont fait que mon chômage a été prolongé 2 fois, tu vois, en 2021, 2020, des trucs comme ça. Donc oui, là-dessus, j'ai eu de la chance. Et non, j'étais pas complètement en roue libre, j'avais un peu d'argent de côté, etc. Mais ça a été difficile et long, on va dire. Bah ouais, bah ça c'est de toute façon tout le parcours de tous les traders, ça a été comme ça. Lorsque tu as migré sur les futurs, t'es passé par des formations ou t'as toujours été autodidacte? Non, 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 des formations, j'en ai eu, enfin, j'en ai pris pas mal en fait. Mhm. La formation qui, à l'époque, pour moi, avait la plus grande valeur, et je pense qu'elle existe encore, c'était la formation Axia Future, D'accord. euh, formation anglophone. Après, j'ai fait d'autres formations francophones que je vais pas forcément aborder ici parce que, Ouais, ça bon, servira à rien. globalement, je recommanderais pas forcément celle que j'ai faite, donc bon, voilà, Non, j'ai mais pas en tout envie de cas, parler. si tu as une formation qui t'a vraiment donné de la valeur, anglophone, c'est bien de le dire aussi. C'est clair. Ouais, bah, à l'époque, c'était voilà, c'était Axia Future où, en fait, c'était les premiers que je voyais qui s'intéressaient vraiment à la dynamique à la fois la dynamique de l'action des prix et puis également tout ce qui est volume, en fait. Donc, tout ce qui est POC, absorption, delta, trading en carnet, etc. Je sais que ça m'a vraiment aidé à avoir une vision globale. Alors, depuis, ce sont des outils et des systèmes qui se sont un peu
étoffé avec une offre plus conséquente. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et bah, après, il faut bosser soi. Hein. Il y a aucun setup sur étagère qui marche tout le temps. Il faut essayer de sentir le marché. Ça se prend avec l'expérience. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont montré leur setup lors de conférences et tout. Et on a toujours cette phrase à la fin qui dit, alors par contre, ça dépend de... est-ce que le marché il est comme ça? Ça dépend de ça, ça dépend de ça. En fait, il y a toujours une approche personnelle de Ouais, l'interprétation du marché pour que ton setup soit pris en compte. C'est ça, en fait, le c'est truc. ça. Ouais, exactement. Un setup de tendance ne va pas marcher dans une condition de marché qui est en range, en attente d'une news, etc. Donc c'est vrai que il y a toujours le setup doit être accompagné d'une expérience et bah ouais, d'avoir saigné le marché des années ou des mois pour le comprendre, en fait, pour le sentir. À côté également, si tu veux, j'en avais pas fait depuis 20 ans. Ça a été l'occasion de me remettre à la programmation, si tu veux, d'apprendre le Python, de faire des backtests en C++, et aussi, et si tu veux, tous ces backtests m'ont bien montré qu'en fait, bah, si tu n'arrives pas à identifier en fait les conditions de marché, de volatilité, de news, etc., il y a, enfin, moi, j'ai pas réussi à trouver un setup, tu vois, qui marche à 100%. Donc, voilà. C'est un chemin personnel et c'est très empirique, en fait, au final. C'est très mystique presque. Un peu, un Ah peu. ben, Ouais, et puis les niveaux aussi, au-delà de ça. Moi, je sais que je traite beaucoup sur des niveaux que j'identifie lors de mes préparations de session, alors que ce soit des niveaux de volume, des niveaux de prix, certains chiffres ronds même. Hein. On a beau dire, les chiffres ronds, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, une fois que le prix arrive, là, on passe dans une phase plus de zoom, en fait. Et bah, là-dessus, on a des critères, d'intervention suivant les acteurs qu'on peut voir, s'il y a un gros acheteur, un gros vendeur, des absorptions, des rejets, des sweeps, des choses comme ça. à l'époque, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Mais Ouais, c'était ouais, déjà là. exactement, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, Mais c'est c'était ça. là. En tout cas, c'était là. Ouais. Aujourd'hui, tu utilises encore tous ces outils ou tu as réduit un petit peu le truc pour épurer un peu tes graphiques? Alors ouais, ça c'est vraiment oui, quelque chose de très très intéressant. Euh, Maintenant, des charts, en fait, au fur et à mesure des mois et des années, j'en ai de moins en moins, en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc intéressant. Et j'ai vraiment l'impression que, si tu veux, quand j'étais en phase tu vois, exploratoire ou que j'avais pas encore trouvé mon style, etc., tu vois, en gros, j'avais besoin de 4 ou 6 écrans, tous remplis avec plein d'infos, etc., machin. Et au fur et à mesure des années, et du fait aussi que maintenant je trade avec un setup qui est plus mobile, tu vois, avec un PC portable, deux écrans USB-C, puis en général à côté j'ai un quatrième écran qui est un écran fixe, hein, ça peut être aussi une télé quand je suis dans un hôtel, etc. Bah, tu vois, j'ai vraiment réduit en fait le nombre des infos que j'ai sur mon PC. Et ouais, j'ai des critères qui ont eu tendance à se simplifier avec le temps. Et avec l'expérience. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu utilises quoi comme outil? Bah, comme outil, je suis toujours, si tu veux, sur Syrachart. Euh, donc là où je regarde l'ES et le NQ. Alors je traite plus le NQ quand la volatilité est faible et quand la volatilité a tendance à s'enflammer, comme par exemple en avril dernier, bah là je repasse sur l'ES parce que sur le NQ il y a du spread et puis ça bouge vraiment vite, c'est très erratique, etc. Donc voilà, j'ai une règle où quand ça devient vraiment volatile, je me mets à trader le plus l'ES. Et quand c'est un peu plus calme, avec un VIX en dessous de 25, on va dire, euh, bah là, je suis sur le NQ. Après, j'ai quand même mes niveaux de l'ES parce que euh, moi, j'ai un trading basé sur la force relative en fait, entre les deux. Et en général, quand un gros niveau est tapé sur l'ES, bah, le NQ rebondit aussi. Enfin, il y a une forte corrélation du fait de la prépondérance
des Magnificent Seven dans le S aussi et dans le Nasdaq. Donc, au final, il y a des corrélations et il y a des choses, à faire en regardant les deux. Donc moi, voilà, j'ai Sierra Chart. Tous les matins, en fait, j'analyse le marché des bons. J'analyse ce qui s'est passé dans la nuit, le pétrole, la géopolitique, etc. Donc voilà, ça me donne un peu une vision d'ensemble et en fonction de ça, la volatilité. Et puis en fonction de ça, je vais définir des niveaux d'intervention. Et puis après, en gros, je vais attendre. Et puis quand ils sont touchés, alors ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être en session européenne, en session US, etc. Là, je suis prêt à intervenir. J'ai des alertes et voilà. Et tu es sur une stratégie de trading plutôt intraday, du coup, tu peux laisser courir un peu tes positions? Ouais, intraday. En fait, j'ai des entrées que j'essaye d'avoir le plus précise possible, en fait. C'est-à-dire sur des niveaux, quand je vois une réjection, je fais du contrarié, hein. Je fais D'accord. pas de tendance. Ok. Donc je vais essayer souvent d'acheter sur des gros niveaux, puisque je préfère faire des achats que des ventes. Et voilà, acheter sur des rebonds sur des gros niveaux. Donc je vais rentrer avec un certain nombre de contrats, souvent des micros. On va dire pour l'exemple une vingtaine de micros ou une trentaine de micros sur un niveau. Euh, quand je gagne à peu près 2 fois mon risque, donc le risque, ça va dépendre de la volatilité. Quand je gagne par exemple 2 fois mon risque, je vais décharger la moitié de ma position et puis après, je vais essayer de laisser courir le plus possible. Et alors, en propre ferme, on peut plus tellement, laisser des positions courir en swing. Euh, mais ça serait quelque chose de possible éventuellement, voilà, de laisser quelques micros si jamais on a un bon point d'entrée et que, et que le trade se passe bien. En termes de gestion du risque de ton côté, tu as un stop fixe, tu as un stop qui est calculé en fonction de la volate, tu as un daily stop, comment est-ce que tu... J'ai un stop qui est un peu calculé en fonction de la volate et souvent en fait je rentre assez chargé en fait. Je te parlais de 30 micros, c'est à peu près ça, 30 micros, 3 mini. D'accord. Et en fait, j'ai une gestion de risque en fait euh, qui est un peu adaptée au propre firme, on va dire. C'est-à-dire que je suis pas dans une démarche où je copie tous mes comptes. Si tu veux, je les traite de manière plus ou moins, de manière indépendante ou par groupe. Par groupe, ouais. Je fais un peu la même chose que Marc-Antoine, avec qui tu as fait une conférence et qui est un trading que je trouve très intéressant. Dans ma gestion du risque, c'est-à-dire que voilà, c'est cloisonné par groupe de comptes. Et puis après, voilà, j'ai une gestion de risque un peu adaptée à la prop firm et des contraintes que nous donnent les prop firms, puisqu'il y a de plus en plus de contraintes, des règles qu'il faut suivre. C'est le jeu. Voilà, il faut s'adapter. Les prop firms, toi, à partir de quand tu t'y es vraiment mis? À la fin de l'année 2020, donc la première, c'était Lilou. Début, You Profit, Lilou, Top Step, c'était c'était les prop firms qui sont arrivés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Lilou avait déjà à l'époque, avant l'arrivée d'Apex, c'était la prop firm qui avait un peu, on va dire, le marketing le plus agressif. Ah ouais, carrément. Et puis, ils payaient, il n'y avait pas de problème, c'était... Ouais, il n'y avait jamais de problème. Et puis, à l'époque, il y avait un compte que j'aimais bien, qui était l'accélérateur, qui te permettait de retirer sans limite avec un drawdown statique très faible. C'était de drawdown statique de 625 $. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si tu arrivais à faire un bon départ, arriver à retirer pas mal, etc. Donc ouais, au début c'était Lilou. Alors très clairement, je faisais du gambling, hein, tu vois, c'est-à-dire que à côté de ça, je me disais toujours, bon, tu perds toujours moins avec ça qu'en scalpant le DAX, donc bon, c'est toujours mieux. Mais ouais, c'était clairement des pousses au crime, si tu veux, marketing agressif. Vendeur de rêves, etc. Et ce marketing hyper agressif, il est encore court aujourd'hui, en fait. Et, et ouais, c'est marrant parce que quand tu arrives à être gagnant, etc., après on te dit oui, mais monsieur, il faut bien gérer votre risque, etc. Ouais, mais bon, au début, C'est pas ça qu'ils cherchaient. Ouais, Qu'ils voulaient, c'était vendre des évals, quoi. c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Ouais, des frais d'activation, des machins comme ça et tout. Et ouais. Donc moi, j'ai commencé avec Lilou en 2020. Après, assez vite, je me suis diversifié. J'ai testé à peu près
tout en fait. Disons toutes celles qui avaient un marketing un peu agressif, on va dire. Parce que Ouais, en c'était celles SIM, où etc. quoi. voilà, tu es en SIM, tu peux retirer beaucoup. T'as 20 comptes. Ouais, voilà, 20 comptes, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que nous montrent les influenceurs, hein, que ça soit Trade by Matt, Alpine, etc. Tout ça, ils te montrent, ouais, j'ai 20 comptes, je peux retirer, etc. Donc, bon. Et c'est vrai, hein, tant que ça marchait, c'était bien, quoi. Ouais. Il y a eu quand même un âge d'or. Hein. Il y a eu quand même une période où ça marchait bien. Ah, ben c'est pour ça, moi, même si j'ai beaucoup à dire au sujet d'Apex, et peut-être qu'on y viendra, et je remercie Darrell, hein, très clairement, j'ai beaucoup de gratitude envers Darrell, et oui, jusqu'à l'été dernier, le moment où ils nous ont demandé de faire des vidéos, où on nous laissait dans le vent, under review, deny en changeant les règles. Bon, avant ça, c'était clairement l'âge d'or, quoi. Mais après, il y a eu aussi ce qui a pu peut-être jouer. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de gagnants, beaucoup de personnes qui ont réussi à devenir très gagnants en gants blancs à mort en faisant de l'industriel. Mais il y a eu Ouais. aussi il y a eu des groupes, et ça a vraiment existé, hein, qui ont clairement réussi à profiter du truc. Et c'est là, ouais, je pense, où ça a mis une claque à l'industrie, quoi. Ils sont vraiment à la traque aujourd'hui de tout ce qui peut être essayer de gruger, quoi. Les gens qui essayent de gruger, tout simplement. Moi dans l'absolu, je trouve que c'est vraiment très bien, hein, parce que il y a peut-être du ménage à faire, il y a peut-être des gens qui font des choses vraiment border, etc. Et moi, s'il pouvait même y avoir une régulation de tout ça, même sous l'égide du CME ou je sais pas, moi, tout ça, je suis pour, parce que je suis vraiment pour qu'il y ait des règles transparentes, claires, qui ne changent pas et qui s'appliquent aussi, parce que moi, je sais que des fois, parfois, certains paiements ont été denied, voire même on m'a gelé des comptes, si tu veux. Et quand je demandais mes explications, on me disait oui, le risk management est en train de regarder, on va vous passer en live, etc. Là, par exemple, sur TickTick, ça fait 2 mois qu'ils m'ont gelé mes comptes. J'avais des comptes straight funded où j'avais, je sais pas, dans les 20 000 dessus. Et du jour au lendemain, alors que j'allais demander un retrait, ils m'ont dit oui, oui, on a gelé les comptes parce que on va vous passer en live. Et toutes les semaines, je relance et il se passe rien, je sais pas ce qui se passe. Donc, et ça c'est bon. Je parle tic-tic, mais je peux en citer plein d'autres, hein. Celles qui sont parties, Fast Track, Profit Trade, Thrive. euh, Thrive, c'est pareil, ça a été une histoire courte. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est des étoiles filantes, tout ça. Moi, j'ai eu En à gros, peine le c'est temps de des. m'y intéresser, de regarder le gars, mais à peine, hein. Le truc a déjà Ouais, disparu, quoi. ouais, c'est ça. En fait, souvent, c'est des étoiles filantes et moi, je reviens en fait sur ce besoin un peu de régulation, en fait, parce que tous ces business peuvent être lancés, si tu veux. Alors, Thrive, ils étaient aux Bahamas, Profit Trade, ils étaient à Dubaï, etc. Tu veux, c'est des gens qui, pour le mec de Thrive, il avait quand même une audience sur les réseaux. Il avait l'air vraiment legit, etc. Ah Bien bah, qu'il c'était ait. un gars de l'époque d'FTT, quoi. C'était un Ouais, c'était un des... gars de l'époque de la STT, mais c'était pas le méchant, en Bah, lui, il fait. est parti, parce que ça partait en couille. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Ouais. Et puis au final, ça met la clé sous la porte en disant que ouais, on a des problèmes avec les banques, etc. Bon, on ne sait pas si c'est du la roue du cochon, mais en tout cas, l'argent qu'ils ont pris, Ouais, ils l'ont pris, quoi. Parce que ils là, l'ont pris, c'était quoi. oui, Ouais. c'était des 200 balles, c'était des cachets de 200 balles, c'était pas des cachets de 20 balles, là. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis mm. si tu voulais un funding à 150K, c'était 500. Donc, et ouais, si on avait une régulation y compris sous l'égide du CME, je pense que on y gagnerait tous. Il y aurait des vrais contrôles qui pourraient être faits. Et puis, au moins, on aurait quand même un peu plus de niveau de certitude sur le fait d'être payé ou pas. Que là, à chaque fois que je demande un payout, il y a toujours une appréhension, en fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais toi, pour faire la passation entre les propres firmes et ta technique, le fait qu'il y ait Mm. il y a certaines props, tu as une cohérence de perf pendant les vals, et puis après tu n'en as plus pendant la période soit live ou soit la période sim funded, tu sais, avant le live. Là, tu n'as plus de Ouais. cohérence. Je pense à Topstep, je pense à Take Profit Trader. Et tu en as d'autres où tu vas faire ton sim un peu comme tu veux, et après, une fois en live, tu as une cohérence de 30, 40, 50%, ça dépend des propres.
Toi, le Ouais. fait que tu pratiques un trading un peu intraday, tu rentres quand même assez chargé au départ et tout. Ouais. Est-ce que ça t'impacte, toi, dans tes performances, cette cohérence? Bah, ouais, 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 ouais. En fait, je suis obligé de me caler sur les contraintes des propres fermes et sur la cohérence qu'elles demandent, en fait. Moi, si tu veux, ce que je t'ai décrit, si tu veux, c'est-à-dire de rentrer à 30, et avoir à 30 micros et puis avoir des niveaux de sortie, gradués et des Mhm. stop loss, mouvants, ça, disons que c'est ce que je fais en nominal, en fait, quand j'ai toute liberté. Mais si, par exemple, en éval ou en funded, je suis encore dans un drawdown qui est suiveur, bon bah là, je suis obligé d'adapter si tu veux, je suis obligé de resserrer mon stop loss win. Si j'ai des critères de cohérence en éval, alors bon, les évals, je vais les trader quand même de manière un peu plus agressive que les funded, sur lesquels je suis plus conservateur. Bien sûr. Mais ouais, ouais, tu es obligé de t'adapter en fait. Tu es obligé de t'adapter et c'est ce qui fait que ce qui est compliqué après avec le passage en live ou même les fois où j'ai essayé de trader mon compte propre, c'est que au final, je suis un peu perdu en fait parce que ce type de fonctionnement avec beaucoup de règles des propres fermes, ça m'a. Ouais, en fait, je respecte plus, si tu veux, ce que demande la propre ferme en termes de contraintes, Mhm. plutôt que ce que je ferais, Oui, ton setup. dans l'absolu sur ouais, voilà, mon Mhm. vrai setup. Bah, nous, on a déjà eu Arnaud, hein, tu sais, de la team TPF, qui des fois était obligé de perdre. En fait, parce qu'en fait, il est embarqué dans une position. Alors lui, il accumule, plus il gagne, plus il met, donc il accumule et ça lui fait des énormes perfs. Et après, des fois, il est obligé de perdre. Donc il se force à perdre pour revenir à la cohérence de la journée, quoi. Donc Exactement, c'est là exactement, c'est ça. où effectivement, si on prend ton attitude, où là tu dis non, bah maintenant je vais privilégier ce que veulent les propres firmes et pas forcément mon setup, bah au moins tu arrives au bout et tu arrives à être payé, quoi. Bah, disons que j'ai mon setup, c'est-à-dire je vais toujours prendre sur des gros niveaux, Oui, oui, je vais toujours être en contrarien, c'est la je gestion vais qui change. essayer de voilà et après c'est la gestion de la position, Hum, exactement. hum, hum. Puis, des fois je vais rentrer avec un mini ou 2 mini, des fois je vais rentrer avec 30 micros et puis je vais bouger. Mais ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais, tu as raison. Du coup, ça te fait prendre 1, 2, 3 trades par jour? Comment ça se passe? Ça dépend du temps que j'y ai à consacrer, mais et si je suis dans une phase un peu plus agressive de monter le compte, ou si je suis dans un compte qui a déjà pas mal de matelas ou pas, tu vois, je traite pas de la même manière, mais D'accord. disons que je vais prendre de 5 à 10 trades par jour à peu près. D'accord, ok. Ok, ok. Voilà. Et la plupart en session US, mais aussi le matin, hein, suivant les opportunités qu'il peut y avoir et le temps que j'ai à consacrer. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à développer. C'est ce que j'essaye de faire sur TPF. C'est se concentrer aussi beaucoup sur la gestion des propres firmes et la gestion des comptes, autant que sur son trading pur. Parce que Ah ouais, bah, ouais, c'est bah hyper ouais. important. Oui, parce que tu as la stratégie. Écoute, j'ai 20 comptes, je copie mes 20 comptes et puis basta. Ou alors, tu as une stratégie, et c'est ce que j'essaye d'adopter moi en ce moment, où tu as, admettons, 3, 4, 5 propres firmes. Tu as 3, 4, 5 comptes par propre firme et tu modules ta gestion. Tu vas trader un compte là, sur tel setup ou sur tel niveau. Tac, tac, tac. Et en fait, comme ça te permet de lisser le risque au maximum et d'éviter les cramages. Toi, de ton côté, comment ça se passe déjà? Est-ce qu'on peut te demander sur combien de propres firmes tu trades au total, combien de comptes, enfin voilà, voir un peu comment tu gères tout ça, toi, de ton côté. Là, en ce moment, alors si on met de côté TickTick, hein, dont j'attends un retour, à part ça, aujourd'hui, j'ai que 2 propres fermes, parce que j'étais en vacances et j'étais en service un peu minimum. Donc ils sont Bullnox et Tradify. À côté de ça, les propres firmes que je considère sérieuses et sur lesquelles je vais reprendre des comptes, ça va être Topstep, MyFunded Futures aussi, des choses comme ça. Et peut-être des nouvelles, hein, genre Day Traders, Legend, je sais pas. Il faut que je regarde un peu là parce que Ouais, je viens de ouais, rentrer de vacances. ouais, Mais, ouais. mais voilà, j'essaye d'avoir. Je pense que 3-4 propres firmes c'est bien. Et puis après, de les trader par paquet, on va dire. Par Ouais, c'est ça. paquet. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaye de faire. Puis là, comme je te dis, hein, j'étais un peu en service
Service un peu minimum, mais ça va reprendre. Il t'arrive encore de cramer des comptes aujourd'hui? Vu que ces 2 là, je les ai tradés de manière vraiment, conservatrice depuis un mois, là, ça fait pas ça doit faire un mois et demi que j'ai pas cramé de compte. Mmh. Mais sinon, quand je suis en phase où, bah, j'essaye de les monter, ouais, ça m'arrive encore d'en trader, hein, d'en cramer, hein. Ouais, ouais. On va pas se mentir. Alors, j'en crame, beaucoup moins qu'avant et c'est une tendance, qui va vers le mieux. Mais ouais, ouais, ça m'arrive encore, quoi. Ça m'arrive encore. Même si là, ça fait un mois et demi, hein, je dirais, un truc comme ça. C'est des comptes à combien que t'aimes bien trader, toi? Quand je prends des directs, funded, je prends des 150 et quand je prends, des comptes avec, évaluation, en général, je prends des 50 parce que je trouve que les 50 ont un meilleur rapport entre le drawdown et le profit que tu dois Mmh. faire Mmh. et c'est plus intéressant aussi en termes de retrait. Parce que je trouve que sur les 150, quand tu es obligé d'atteindre quand même un profit beaucoup plus important pour pouvoir retirer. Et là où je pense que l'équilibre il est bon sur des directs fondés, sur des comptes avec évaluation, je prends des 50. Mais il y a le 25 aussi, hein, qu'on a tendance à trop négliger, hein. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait très longtemps que j'en ai pas pris, ouais. Bah, l'autre jour, je me posais la C'est question, parce que moi aussi, je prends souvent des 50, alors je continue à cramer des comptes, j'en rachète et tout. Mais c'est vrai que c'est. Et je me dis, mais attends, le 25, moi, ça pourrait complètement rentrer dans ma méthode. ouais. Tac 1005 à faire, le drawdown, il est de 1005 aussi. Bon, je reparle chez Bullnox, hein, ou Apex, ou ce que vous voulez. Mais du coup, je me dis, ouais, toi, est-ce que ce serait pas déconnant, vu qu'on est encore dans des phases où on est un peu en mode. Peut avoir tendance à bourriner ou à essayer de monter les comptes, en tout cas, et avant de les trader sécures, je me demande si le 25K, au final, serait pas la, la bonne pioche, quoi. Alors moi si j'ai un conseil à donner à ceux qui ne vivent pas du trading et qui se considèrent encore en phase, d'apprentissage, c'est, de prendre les comptes, les plus bas possibles et de surtout pas copier, en fait. De dire voilà, de considérer tout ça comme, une phase d'apprentissage. Moi, je trouve que les prop firms, c'est vraiment super pour, apprendre, une certaine discipline et sans que ça soit ton compte, réel, sans que parce qu'en compte réel, si tu pètes un plomb et que tu es au début, tu peux quand même perdre beaucoup, hein. C'est ce qui m'est arrivé moi, à la fois sur le DAX et pendant le Covid, j'ai eu quand même des très, très grosses pertes et je trouve que les prop firms te donnent vraiment une phase d'apprentissage où tu as quand même tu sens que c'est réel parce que quand tu crames un compte, tu es pas content. Quand tu le passes, bah, tu as une certaine, t'as un shot de dopamine, etc. Donc, tu as des émotions. Ça peut te permettre de t'entraîner, mais il faut vraiment le prendre comme ça, comme une phase d'entraînement avec des comptes petits, ne pas avoir l'appât du gain et considérer qu'en fait, au début, on est surtout là pour moi pour ne pas perdre et pour apprendre et pour perdre le moins possible, on va dire. Et après, une fois que ça va un peu mieux, on peut commencer à charger la mule, etc. Mais ouais, les 25, c'est vraiment très très bien pour commencer, hein. Tu as totalement raison, hein. Ouais, et puis j'ai l'impression, il y a, on en parlait, je crois que c'est Marc-Antoine qui en avait parlé de ça, qui lui a dit justement que ses étudiants, bah, beaucoup arrivaient justement à se lancer, à faire des payouts alors qu'ils sont vraiment débutants. Parce que Ouais, bah, le 25, t'as le ratio, il est de 1 pour 1, hein, le drawdown. c'est ça, c'est Voilà. ça. Donc c'est quand même intéressant. Si tu as déjà une bonne Ouais, gestion voilà. du risque et tout, non, franchement, c'est bien. Ouais, 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 en tout cas, faut en profiter parce que là, c'est vrai qu'on a une offre qui est pléthorique. Bon, vous avez compris que moi, bah, j'ai eu des déboires avec un grand nombre de prop firms, mais faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain et c'est vraiment des super, super opportunités pour se faire la main et on est quand même sur euh, une offre qui est exhaustive et qui est très compétitive au niveau tarif en fait. Donc, ouais, il faut vraiment en profiter, pas bourriner. Bosser, 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 et puis surtout gérer son risque financier parce que le gambling ça vient vite, on sort vite la carte, etc. Après on peut se mettre en danger, aussi bien dans sa vie, dans son équilibre de vie en fait, vis-à-vis de sa vie perso aussi, ouais, On est dans un jeu d'argent quand même, hein, donc non, il faut faire attention. Les émotions peuvent surpasser un peu la raison. oui, 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 c'est vrai. Et d'ailleurs, ouais, tu me demandais aussi en, en début de, en début de podcast, là, ce qui m'avait poussé à faire du trading aussi, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup joué au poker, tu vois, entre
2006, 2007 et jusqu'à 2012, tu vois. J'étais un régulier des cercles parisiens. Je suis allé beaucoup de fois à Las Vegas, j'ai beaucoup joué en ligne et tout. D'accord, ok. Et à l'époque, si tu veux, je prenais vraiment ça comme un hobby et voilà, j'avais essayé vite fait d'en vivre, mais j'étais pas prêt à quitter mon boulot, etc. Tu vois, j'étais pas disposé. Et je sais que quand j'ai eu cette passion, tu vois, du trading qui arrivait, j'ai trouvé beaucoup de similitudes aussi avec le poker. Et je me suis dit, là, cette fois-ci, je vais pas foirer ça. Je vais vraiment bosser, je vais faire le boulot. Et puis, voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Mais pour que tout ce qui est jeu d'argent où on peut avoir un edge, comme le poker, comme le trading, il y a pas de secret. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup bosser, connaître les règles sur le bout des doigts, gérer son risque. Hyper important. Et donc, du coup, tu parlais de déboire. Donc, avec combien de propres firmes au final tu as été Alors, la première, ça a été Lilou, en fait. D'accord. Je me souviens, alors, ouais, je leur avais pris euh, en tout, hein, quand j'avais tout cumulé, une somme à 6 chiffres, on va dire. Et un beau jour, j'ai reçu un mail me disant oui, voilà, on est en train de préparer notre équipe de live, etc. On pense à toi, tu as des bons résultats, etc. Machin. Et donc, j'avais fait un call avec Chris. Chris, c'était leur CEO à l'époque. Ça l'est toujours. Ouais, bon, d'accord. Et en gros, donc moi, je me joins au call, tout content en fait. Je me dis, ouais, ouais, cool, ils vont passer en live, ils vont m'évaluer, etc. On va avoir une gestion de risque. Et là, il me dit de but en blanc, ouais, bon, tu nous as pris beaucoup de fric, on va te passer en live, mais en avant, on a besoin de t'évaluer, tu vois. C'est-à-dire, comme si les résultats que j'ai fait avant, ça suffisait pas comme évaluation, tu vois. Il me disait, on a besoin de t'évaluer, donc ils m'ont transmis un dossier avec 15 questions à répondre sur comment vous gérez votre risque, quel est votre setup, etc. Et il me dit, bon, donc moi je tradais à 2 mini à l'époque, et il me dit, bon, alors, si tu arrives à passer ça, et on va te mettre en compte à disposition avec 3 micros. Bon, d'accord. Ouais, super. Voilà, j'ai fait plusieurs appels avec lui. Il me devait à l'époque 33 000 $, ils m'en ont payé 8 000, un truc comme ça. Ouais, Bon, et ça s'est arrêté comme ça. Donc Lilou, c'était la première. d'accord. Et Apex, Apex, c'était le fameux âge d'or, hein, dont tu parlais, où, les gens avaient 20 comptes, c'était, tu vois, ça charbonnait. T'étais dans Euh, dans la liste, t'étais dans le haut du panier, on va dire, à l'époque. ouais, c'est Hmm. ça, exactement. Dans la liste Donc des Français, etc. jusqu'à l'été 2024, on va dire. Hmm. Et ouais, c'était l'époque où, alors ils te disaient pas qu'ils vont te passer en live, mais ils te mettaient under review, et puis under review, ils te demandaient de faire des vidéos de ton setup. Tu faisais des vidéos de 3 jours consécutifs où tu tradais, puis après on te disait, ah ouais, mais ok, très bien, merci pour la vidéo, mais sur la vidéo, on voit pas ta main qui est en train de bouger l'écran, sur l'écran, etc., la souris. Bon, bref, il y avait toujours un truc, si tu veux. Hmm. Et tout ça, c'était un peu Je la montre. des... Ouais, c'est ça, c'était dilatoire. C'était dilatoire. Et puis au bout d'un moment, tu vois, émotionnellement, ça finissait par m'impacter aussi. Moi, tu vois, j'ai toujours été dans une démarche où dès que je pouvais retirer, je retirais, tu vois. Ouais. J'ai jamais été partisan du matelas, ou tu vois. C'était très à la mode en 2020, 2021, Ouais, 2022 de parler de bien matelas. sûr. Moi, j'ai jamais été très partisan de ça, et donc dès que je pouvais, je retirais. Dès que j'arrivais, si tu veux, à la limite d'un paiement, je laissais jamais beaucoup plus, si tu veux. Donc voilà, je gérais un peu mon risque comme ça. Donc au final, les comptes que j'avais, tu vois, j'ai fini par les cramer un peu en tilt, hein, pour être honnête. Bien sûr. Et C'est bien puis, normal. puis ça s'est arrêté comme ça. Ouais. Remarqué chez beaucoup de traders avec qui j'ai discuté, où il y a eu des soucis avec des propres firmes, etc. Où en fait, même la propre firme avec qui j'étais en discussion directe me disait ouais, mais en fait, il a tout cramé. Bah oui, je suis en même temps, vu la pression, les remarques et tout que vous lui faites, un trader à la base, s'il est bon, faut le choyer, toi. C'est très compliqué, hein, déjà de gagner de base. Bah oui, On n'est vraiment pas beaucoup. Et si en plus, si tu veux, on te met dans une interstitude, on te gèle les comptes, on te demande de faire des vidéos, enfin, tu vois, ça te c'est saoule un niveau quoi. de stress. Ouais, ça saoule. Ouais, puis
tu vois, moi, j'ai pas de boulot à côté, si tu veux. Je vis de ça. Donc voilà, Apex, c'était ça. Depuis, j'ai pas réessayé. Hein. Tu vois, moi, je me suis connecté sur mon compte Apex il y a à peu près un mois. Bon, j'ai vu qu'il était toujours actif. Tu vois, j'ai pas d'éval, j'ai rien. Mais aujourd'hui, je prendrais pas forcément le risque d'y revenir. Mais bon, peut-être un jour, on verra. Après, bah, il y a eu les épisodes des Profirmes qui ont ouvert puis fermé. Donc là-dedans, il y a eu FTT, bien sûr. FTT, t'as réussi à te faire payer un peu ou pas chez eux? Ouais, j'ai réussi à me faire payer un peu, mais malheureusement, dans la dernière charrette, j'avais pas mal, quelques dizaines à me faire payer. Et, et ils te disent, comment dire, et Scott, Scott Trist, il nous disait toujours, alors il y avait des conférences en plein milieu de la nuit, il y avait enfin, c'était lunaire, hein, FTT. Mais c'était une époque marrante quand même, malgré tout, si on la regarde rétrospectivement. Mais il nous disait, oui. Au début, ils ont dit ouais, on va automatiser les payouts et c'est pour ça qu'on vous les valide pas. Bon, d'accord. Les payouts, ils n'ont jamais été automatisés. De toute façon, après, on a vu par les investigations qui ont pu être faites que bah, l'argent, ils l'ont sorti de FTT, ils ont acheté des voitures en leasing, je sais pas. Enfin, tu vois, c'était des histoires un peu à dormir debout. FTT, malheureusement, oui. À la fin, j'ai pas réussi à être payé, malheureusement. Un montant quand même important, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai testé un peu Profitrade. Je pense que le point commun en fait entre toutes ces prop firmes qui ont coulé, FTT, Profitrade, Thrive aussi, c'est que les gens n'étaient pas forcément mal intentionnés au début, je pense. Ils ont été un peu pris dans un tourbillon en disant, bah, tu sais, le modèle des prop firmes jusque-là, c'était quoi? C'était de dire, on va un max d'évaluation, de toute façon, les gens sont nuls, et puis on paye des payouts un peu de temps en temps, et puis le reste, on se le met dans la poche et on vit bien. Mais là, on voit quand même que, et c'est tant mieux, hein, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à faire des retraits, il y a de plus de gens qui ont des setups qui tiennent la route, qui ont une gestion du risque adaptée, etc. Et tant mieux. Mais le corollaire de ça, c'est que quand tu es du côté où tu dois gérer la boîte, bah, ça te met face à des difficultés financières. Et en plus, ouais, ce truc des chargebacks, je pense que c'est réel. Le chargeback, ouais, c'est le fait de contester un paiement par carte et de demander un remboursement, fait que si toi, en fait, tu as un compte pro et que tu fais l'objet de trop de chargebacks, la banque après peut te geler de compte parce qu'elle se dit qu'il y a un problème. C'est ce qui se passait à l'époque de FTT. Ils nous disaient ouais, on a un compte, je sais plus si c'était JP Morgan ou je sais plus où. On a des millions dessus, ils nous l'ont gelé. Ils avaient des réunions, etc. Je pense que c'est réel ce qui se passe. Voilà, c'est quelque chose de réel. Après, je pense que une fois que tu as fait rentrer de l'argent, si tu vois que ça pue un peu et que de toute façon ta réputation elle est en train de péricliter, je pense que la tentation de se dire on ferme maintenant, on part avec ce qui reste, elle est quand même grande. Hein. Tu sais, hein, mais ils étaient où, FTT? Ils étaient aux États-Unis, hein. FTT, ouais, FTT, ils étaient aux US, Bah ouais, ouais, ouais. donc Et c'est d'ailleurs pour ça, moi je m'étais connecté il y avait une audience, hein, une audience judiciaire en fait qui était en visio, je m'étais connecté dessus et tout, tu vois. Je pense que si tu veux, le fait qu'on soit aux États-Unis, tu vois que certaines boîtes sont aux États-Unis, ça donne quand même un niveau où tu sais que ben, le gars, s'il fait quelque chose de vraiment pas juste, quelque part il va se faire rattraper, tu vois. Là où quand tu es dans un endroit qui est plus laxiste vis-à-vis des régulations, bon bah là c'est plus compliqué. Après, je sais que l'argent on le reverra pas, mais si ça peut un peu dissuader ou tu vois de lancer des scams, c'est quand même mieux. non, c'est clair. Non, mais je pense qu'on avait surtout, c'était un problème de pathologique. Je pense chez le CEO mégalo. Ouais, 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 C'était ouais, ouais, vraiment. ouais, c'était fou. Ouais, je pense qu'on était dans un délire comme ça où effectivement, il était parti du principe, on va retourner le business de la propre firme. Et puis ils se sont fait hanter avec aucune gestion, c'était un festival, hein, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je sais pas, quand l'heure était un peu avancée, qu'il était peut-être sous emprise de substance ou quoi, il trollait sur Twitter le CEO de Topstep. Enfin, Ouais, c'était lunaire. Hein. ouais, c'est ça. Il y a eu je pense qu'il y avait un délire pathologique derrière. C'est possible. Non, voilà. En tout cas, si je veux en tirer quand même quelque chose un enseignement. Mais ça, je sais que tu portes déjà ce message, mais je vais le reporter, c'est de dire il faut se diversifier. Faut pas être pieds et poings liés à une seule pro-firme.
Et surtout, n'investissez pas dans les profirmes de l'argent qui est vraiment utile pour votre vie au quotidien, quoi. C'est-à-dire, faut pas se mettre en danger, faut pas compter absolument sur un payout pour payer les factures ou n'importe quoi. Voilà, faut que ça reste une activité où tant qu'on est en phase d'apprentissage, etc. Voilà, on y va petit à petit, un compte par un compte, et puis après éventuellement on peut scaler, mais voilà, y aller progressivement, quoi. Mais tu sais, hein, pour aller encore plus loin là-dessus, à quelqu'un qui débute, je parle vraiment, vraiment qui démarre, qui a un boulot, qui n'a pas toute sa vie à consacrer à ça, tu lui fais prendre un compte chez Bullnox à 20 balles, même pas, Bah ouais. à 25K, Même Apex, hein. et Même Apex, tu même vois. Apex, et et en fait, le but, c'est de pas le cramer. Donc, s'il le crame, il faut qu'il attende le mois d'anniversaire, enfin le jour d'anniversaire du mois pour pouvoir retrader. Mais sinon, il reprend pas de compte, en fait. Juste, il garde le même. Et ça inflige à la personne de se dire non, il faut que je gère mon risque, il faut que j'ai mon daily stop, il faut que j'ai ça, et comme ça, au moins, tu crames pas ton compte, quoi. Et une fois que tu as atteint un niveau, bah là, tu commences à scaler, à augmenter ton risque, à commencer à bourriner même, hein. Tu peux même commencer à... Après, une fois que tu as commencé à faire des payouts, tu peux consacrer une partie de ce payout pour acheter des évals et puis y aller un peu plus bourrin, ça c'est clair, hein. C'est ça, c'est ça. Alors, y aller un peu plus bourrin, mais moi, ce qui est vraiment important, c'est pour moi de pas passer. Moi, tu vois, par exemple, tous les matins, je passe, on va dire, une demi-heure, tu vois, à à étudier mes niveaux, à étudier mes setups, à me dire, voilà, la journée, elle est comme ci, comme ça, les bons on fait ça, le forex a fait ça, le pétrole, etc. Quelle est la géopolitique, tu vois, ça c'est une chose. Mais j'ai aussi une phase où je regarde les comptes que je dois trader et je me dis, bah voilà, celui-là, je vais prendre un setup bien sécuritaire, celui-là, je peux y aller un peu plus bourrin, tu vois. Et ça, je pense que au début, effectivement, je pense que la meilleure approche, c'est comme tu dis, de dire, prends un compte et je suis très strict, j'essaye de pas le cramer. Voilà, je suis pro là-dessus. Et puis après, bah, il faut garder ce professionnalisme, mais en l'adaptant, quoi, tu vois, en l'adaptant et en se disant, moi, par exemple, j'ai un coupe-circuit qui est vraiment très, très ancré, c'est-à-dire que si je crame deux comptes funded, la journée elle est terminée, si tu veux, n'importe quand. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai pas cramé deux comptes depuis très, très longtemps, si tu veux, mais je sais que à un moment où, tu vois, par exemple, en 2022, j'étais juste. Je commençais à être rentable, mais c'était compliqué. Et 2022, c'est une année où il y a quand même eu pas mal de baisses et ouais, un marché erratique avec de la volatilité. Bah là, par exemple, je sais que cette règle est implémentée à ce moment-là et elle m'a sauvé en fait. Parce que avant, malheureusement, j'avais eu un. Voilà, je crois, à un moment, j'avais une dizaine de comptes, je les ai tous cramés et je peux te dire que ça, t'es pas fier, hein. Ah Ça, ouais, t'es non, pas c'est fier. clair, des funded, ça fait mal, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et tu vois, là, moi, je sais que j'ai cette règle d'or. Alors, tu vois, depuis plus d'un an, ou je sais plus combien, bah, j'ai plus des mois, en tout cas, j'ai plus à l'activer, mais je sais que j'ai été tellement mal à un moment. Et c'est pour ça que je pense que d'avoir souffert aussi, c'est quelque chose dont tu te souviens et qui t'aide à pas reproduire les mêmes erreurs à partir du moment où on les a analysées. Et ça, l'aspect mental est important. Voilà, pour essayer de tout le temps garder la tête froide et ne pas perdre les pédales et d'avoir des coups-circuits. Ouais, c'est ça, il faut avoir un coupe-circuit. Peu importe la grandeur de ce coupe-circuit, la valeur de ce coupe-circuit, mais il faut en avoir un pour se dire non, là c'est bon, même si ça fait que 30 minutes que tu es sur le marché, bah, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Voilà, terminé quoi. Terminé, puis à demain. C'est ça. Et ça, c'est très très dur à faire, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'il faut Mais parce que l'automatiser avec des systèmes, hein, parce que c'est vrai que c'est mentalement c'est très compliqué. Ouais. ouais, c'est très compliqué. Et puis tu te dis toujours, ouais, ça a beaucoup. Mettons, si tu es à l'achat, tu te dis, comme moi, un peu contrarien, et que tu es dans une journée où ça fait que baisser, tu te dis toujours, ouais, mais là, ça touche un gros niveau, ça va remonter, etc. Et puis tu as des journées, en fait, où le marché il peut perdre 4 ou 5% et tu peux tuer des mois de travail juste avec cette journée. Et puis des fois, tu vas te dire, ouais, bon, par exemple, je m'arrête après. Il y a des gens qui disent, moi, je m'arrête après 3 trades perdants. Bon, tu vois, tu t'arrêtes après 3 trades perdants.
puis tu as un 4e setup, tu le prends pas et c'est celui-là qui remonte, tu vois? Donc Bah il ouais, faut gérer avec ça aussi. et oui. Il faut gérer, avec le fait que, bah, tu as suivi ta gestion du risque, c'est bien, mais si tu l'avais pas suivi, tu aurais gagné, tu vois? Donc ça c'est aussi, mentalement, ça prend du temps pour être vraiment calé avec ça et d'ailleurs, je pense qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner, hein. Il y a des coachs mentaux, bah, il y en a de plus en plus. Non, bah ça marche. Bah écoute, merci en tout cas pour tout ce partage. Là, ça a été passionnant. Une heure passionnante. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir, Oz et c'est vrai que même si je suis pas très public sur la communauté, je trouve que ce que tu fais dans le cadre de TPF est vraiment, d'utilité publique pour le trading parce que tu donnes aux gens des bonnes méthodes, des bons conseils et voilà, c'est à saluer. Bah, je te remercie. Bah après, c'est pour ça que je pense que la meilleure manière de fournir, on va dire, de la qualité, c'est de pas s'orienter que sur un profil, un type de trading et une méthode. C'est justement d'avoir plusieurs professionnels dans leur domaine et des gens qui, par A plus B, c'est prouvé que c'est gagnant, tu vois. Et du coup, derrière, de pouvoir avoir plusieurs profils. Parce que qui peuvent donner exemple à des gens. Et on peut trouver son intérêt personnel dans un des profils. Et être orienté comme ça évite de se forcer à faire quelque chose qui n'est pas forcément pour nous, quoi. Absolument, absolument. Le but de TPF, c'est un peu ça, c'est vraiment de varier un peu le contenu par rapport à tout ce qui existe. En tout cas, merci. On se tient, Je t'en prie. on se tient au courant pour la suite. Bon courage pour continuer à performer comme tu le fais. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, hein, ça nous aide pour le référencement, à liker la vidéo, à la partager. Et puis si c'est pas fait, abonnez-vous, hein, tout simplement. Merci Darrell. Je t'en prie, Oz. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.